Vous savez, je fais un métier très, très étonnant, très original. Code Rome X, des métiers pas comme les autres. Bonjour à tous. Mercredi 18h, comme un mercredi sur deux à cette même heure, c'est Code Rome X. Code Rome X est une émission consacrée à ces métiers peu ou mal connus, mal ou non répertoriés dans la nomenclature des professions. Aujourd'hui, nous parlerons d'enquêtes, de presque filatures, de documents, d'archives, en déroulant une trame fournie, celle des souvenirs et la manière de les répertorier. De l'anecdote jusqu'au secret, du parchemin au microfilm en passant par le Super 8 ou le Polaroid jusqu'au fichier informatique, nous évoquerons la recherche et le classement des informations. Nous parlerons d'une quête, celle de la vérité obtenue par la confiance et l'écoute. Mon invité n'est pas une journaliste d'investigation, quoique, ni détective privé ou agent secret. Elle possède cependant une fibre commune à ses activités, mais pour une mission commandée dans le but de préserver la mémoire de l'oubli. Bonjour Laureline. Bonjour Jim. Laureline Lesselingue et vous êtes biographe, storyteller, raconteuse d'histoire. Comment devient-on biographe ? Alors c'est une passion en fait, et c'est une histoire personnelle. Je dirais que je suis née dedans, dans le sens où toute petite, je racontais et je vivais dans mes histoires. Et je pouvais jouer des heures à créer des rôles, à jouer les différents rôles. Mais après, il y a eu une prise de conscience différente qui est venue, rencontrer cette créativité naturelle. Et c'est quand j'ai fait des études d'histoire où je me suis rendu compte que nous étions tous des briques dans le mur de l'humanité et que quand on enlève des briques, parce qu'on perd le souvenir, la mémoire, on fragilise le mur et l'histoire peut se répéter. Vous êtes également multilingue, donc passion des mots, amour des langues. Oui, tout à fait. J'ai fait des études à l'étranger parce que tout simplement, j'aime découvrir et notamment, j'ai bien appris l'anglais en vivant aux États-Unis. J'ai appris aussi le finnois. Le finnois. Et le suédois quand je faisais mes études en Finlande. Et j'ai gardé aussi, comme entre guillemets, seconde langue de lycée, puisque je l'ai entretenu, l'espagnol. Et tout ça, ça vous a donc poussé un jour à vous dire biographe, c'est quelque chose qui me convient, c'est toutes ces passions, toutes ces connaissances les unes avec les autres font que... Disons que je suis assez indépendante et que quand je suis revenue en France, j'ai trouvé du travail, mais quelque part, je ne trouvais pas de sens. C'est-à-dire que j'avais besoin de faire ce que j'avais envie, ce que j'aimais, et j'aimais découvrir, puisque je l'avais fait pendant des années, les autres, les histoires. Et parce que, comme je vous disais, je considère qu'on est tous différents et que nous sommes tous des briques dans l'humanité. Alors j'allais naturellement dans tous mes voyages vers les autres pour essayer de les comprendre, pour connaître leur choix de vie et aussi ce qui leur était arrivé. Et là, je ne trouvais plus de sens dans mes différents emplois en communication, qui étaient plutôt orientés marketing. Et quand j'ai eu l'occasion, je me suis mise à mon compte. J'ai décidé, j'y vais. Et au fond, qu'est-ce que je fais ? Je vais mêler ce que j'aime, c'est-à-dire rencontrer les gens, écrire cette histoire avant qu'elle ne s'oublie, et à la fois être indépendante. Combien y a-t-il de biographes en France ? Parce que j'ai l'impression que des biographes, il y en a un petit peu partout, mine de rien. Et on va essayer de comprendre dans cette émission pourquoi. Et notamment pour un particulier, quelle est la démarche de se dire je vais rencontrer une biographe pour que mon histoire, pour ce que j'ai à raconter, puisse être préservée. Eh bien, il y a deux types de biographes.
deux actions, je veux dire. La première, c'est vers les particuliers, où des personnes souhaitent raconter leur histoire, souvent de A à Z, depuis l'enfance jusqu'au moment où elles le racontent, pour transmettre à leurs enfants, leurs petits-enfants, ce qu'elles ont vécu, parce que la mémoire orale ne suffit pas, et elle se disloque d'une génération à l'autre, ce Ou qui se fait qu'au déforme, peut-être. voilà. Mhm. Et puis on n'en a qu'une partie, du style mamie me disait que, voilà, mais après, grand-mamie, elle a disparu. Donc ça, c'est assez répandu comme métier de se diriger vers les particuliers. Et puis il y a un autre type de biographie, c'est la biographie collective, qui elle est davantage destinée aux entreprises, notamment, qui ont un besoin. Euh, Dans un premier temps, c'est surtout garder la mémoire des savoirs, des savoir-faire, euh, la création de l'entreprise. Voilà, mais il y a quand même un aspect, et parce qu'il faut quand même le dire, hein, euh, un besoin de l'entreprise qui est, comment dire, peut-être pas marketing, mais justement, il peut y avoir, quand c'est destiné vers l'extérieur, cet aspect marketing, et quand c'est destiné en interne, c'est plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui la marque employeur. Mhm. Juste en off antenne, il y a quelques minutes, on a évoqué la grande démission. Oui, alors ça, c'est un nouveau phénomène. Enfin, c'est un phénomène qui existe depuis le 19e siècle, mais qui là a explosé après le Covid. C'est le fait de ne plus être attaché à son entreprise. Ça s'est développé d'abord aux États-Unis, où on a vu ça hein, dans des entreprises comme Amazon. Les gens ont quitté leur métier. Et puis ça s'est développé un peu partout en Europe, au Québec. Alors au Canada, c'est assez drôle. Maintenant, ils se mettent à employer des mineurs parce qu'ils ne trouvent plus de main-d'œuvre. Et qu'est-ce que c'est la grande démission? C'est qu'on est prêt à changer d'entreprise dès qu'on en a l'occasion. Mhm. Presque la moitié, un salarié sur deux, est prêt à démissionner, ce qui est énorme. On entend parler des entreprises qui ne trouvent plus de main-d'œuvre. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Il y a les conditions de travail, il y a le salaire, etc. Mais il y a surtout la quête de sens. Et c'est là que ça rejoint vraiment mon état d'esprit. Mhm. D'où ma question, parce que rédiger l'histoire, la biographie d'une entreprise, hein, c'est également à destination de ses employés, des gens qui y travaillent, de manière à ce qu'ils connaissent un peu mieux cet univers, l'histoire également de leur boîte, pour peut-être les fidéliser davantage sur site. Oui, c'est ça, parce que il y a cette quête de valeur, et c'est vrai que quand on fait un métier pénible, euh, pour s'attacher à une entreprise, pour ne pas changer dès qu'on a un salaire, parce qu'il y a une concurrence hein, entre les entreprises, on va donner un salaire un peu plus élevé, Des avantages, oui. j'allais dire presque un baby-foot, enfin Mhm. quelque chose de matériel. Mais ça, c'est pas suffisant. Mhm. Il y a des salariés qui sont prêts à être payés moins cher s'ils se sentent attachés à l'entreprise. Et les valeurs, aujourd'hui, c'est davantage orienté vers le social, l'écologie. Si quelqu'un se sent bien, malgré des conditions de travail pénibles, se sent attaché à l'entreprise, il va rester. Il va rester. Mhm. Qu'est-ce que vous rencontrez la plupart du temps comme histoire? Est-ce que les gens se racontent, ou les entreprises se racontent pour soi ou aussi pour les autres? Alors là, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a les particuliers qui, eux, racontent toute leur histoire à destination, souvent des enfants, des petits-enfants, alors que dans une entreprise, c'est une histoire collective. Et là, c'est un mix, comme vous le disiez, c'est un travail journalistique, d'investigation, parce que c'est l'image de l'entreprise. Elle ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi. Donc moi, je suis en quête, entre guillemets, des faits. C'est un travail d'historienne.
Je vais chercher les informations dans les rapports, les conseils d'administration, les articles de journaux, etc. Et je les conjugue avec les témoignages des gens qui ont créé l'entreprise, des gens qui y ont travaillé. Mais moi, j'invite les entreprises aussi à raconter l'histoire des salariés actuels pour qu'ils se reconnaissent, ils sachent qu'ils font partie de l'histoire. Et c'est important de conjuguer les deux. Donc les salariés ou les fondateurs ou les directeurs, je me limite à leur demander quelle est votre place dans l'entreprise ou quelle a été votre place dans l'entreprise. C'est une enquête professionnelle. Là, je ne leur demande pas l'histoire de leur vie personnelle. C'est plus que l'histoire d'une enseigne. Oui, voilà. Dans mon papier de présentation, j'aurais pu utiliser aussi le terme généalogie, parce qu'il y a également une recherche généalogique précise. Donc, on devient une petite souris dans les archives, on fouille, ça vous prend un temps considérable, que ce soit pour un particulier ou une entreprise. Ah oui. Et d'ailleurs, je vais vous prendre un exemple très personnel. Parce que la mémoire, une fois qu'elle est partie, c'est triste à dire, mais elle est partie. Personnellement, j'ai perdu une partie de ma famille. Et après, j'ai été en quête, j'étais très jeune. Quand j'ai été en âge 2, entre guillemets, j'ai fait une enquête. Je suis allée, et à l'époque, c'était pas archivé dans les, comment dire, dans le cloud. Donc, j'ai fait une enquête sur ma propre généalogie, en allant d'une commune à une autre. C'était épique. Et je n'ai finalement eu que des dates, des noms, et pas d'histoire. Et là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire ce métier. C'est peut-être l'élément déclencheur. Oui et non. Il y a eu quand même toutes ces histoires d'indépendance, de briques dans le mur de l'humanité. Oui, ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis dit, d'abord vers les particuliers, il faut qu'ils transmettent avant que ce soit parti, quoi. On est toujours surpris parce qu'on découvre, que ce soit encore une fois un particulier ou une entreprise, il y a des faces cachées, il y a des choses qui se révèlent, qui se mettent au grand jour. Il y a des personnes qui peuvent aussi franchir le pas et se dire, là, c'est peut-être le moment de révéler quelque chose. Voilà, ça, c'est souvent quelque chose qui me touche. Parce que tout le temps où je raconte cette histoire, où j'écoute, il y a une certaine empathie. Je rentre dans cette histoire et c'est difficile parfois. Donc, une fois dans la voiture, je me dis, oups, c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Parce qu'il y a des éléments souvent très difficiles qui me sont confiés. Après, je leur demande, bon, est-ce que vous voulez vraiment dire ça dans le livre? Comment on le dit? Je vous propose tel ou tel mot, ce sont les vôtres, mais on peut les agrémenter d'une autre manière. Et là, c'est intéressant ce qui s'est passé pendant le Covid. On en a parlé dans les journaux et autres. Beaucoup de gens se sont mis à écrire. Et après le Covid, on m'a sollicité, c'est pour faire la correction, pour organiser ces textes-là. Et souvent là, ça a été ce sont des révélations qui apparaissent. On s'attache à ces histoires, à ces gens qu'on rencontre, parce oui, que, encore une fois, il y a forcément un lien de confiance très fort qui s'installe, qui souvent est généré par l'écoute, parce qu'il faut quand même un sacré talent d'écoute. Ah oui, on s'attache. Il y a une des dames pour qui j'ai écrit l'histoire, elle est à 3 heures de route d'ici. Quand elle est décédée, j'ai fait les 3 heures de route pour aller à son enterrement, quoi. Parce que voilà, et il y a d'autres personnes dont je prends des nouvelles régulièrement, parce que voilà, ça devient des gens proches. Et puis même elles se sont confiées à moi, donc elles me considèrent presque comme une amie.
Alors derrière tout ce travail de quête d'information, de recherche, ça prend du temps. Vous m'aviez dit que ça prenait entre 6 mois et plus pour arriver, alors ne serait-ce qu'à la réécriture, la relecture, la réécriture, l'écriture, la mise en page lorsqu'il s'agit d'un livre ou en tout cas d'un recueil agrémenté de photographies d'autres documents. C'est un sacré boulot. Oui, c'est un sacré boulot et ça dépend beaucoup aussi de la disponibilité des personnes. Avec les particuliers, par exemple, quand on commence, après, il faut qu'ils soient disponibles. On peut se voir. J'invite les gens à réfléchir à ce qu'ils m'ont dit et à penser, parce que la mémoire revient. Elle revient. On croit que on se fixe sur des anecdotes et finalement, on oublie d'autres éléments de son histoire. Donc, je demande aux gens de prendre peut-être 1 semaine, 15 jours pour réfléchir à ça, pour retrouver des photos. C'est aussi pour ça que ça peut prendre du temps. Mais ça ne veut pas dire que c'est un travail intensif. Bon, moi, derrière, je travaille de façon un peu plus intensive, mais quant aux entreprises, c'est pareil. Il y a plusieurs témoins, donc c'est suivant la disponibilité des uns et des autres. Et je travaille, on co-construit le livre de l'entreprise. Donc, les personnes référentes, elles suivent, je leur transmets ce que j'ai écrit. Et puis, on voit si jusqu'où on le dit, qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit. Les archives que j'étudie, c'est quand même du travail, hein. Alors là, il y a un aspect que je tiens à souligner, c'est-à-dire que quand j'écoute les gens qui vont me raconter leur place dans l'entreprise, ce qu'elles y ont vécu, parfois il y a des révélations personnelles. Et là, il y a une notion de confidentialité qui est très importante pour moi. Je ne vais pas transmettre toutes ces infos entre guillemets, à mon donneur d'ordre. Je leur demande à ces personnes, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Est-ce que ça, vous voulez que ça se sache, que ce soit public ou pas? Et après, je travaille là-dessus. Mais il y a des aspects, évidemment, que je garde pour moi. Oui, concernant un particulier, ça vous est arrivé de découvrir quelque chose que ce donneur d'ordre ignore? Ah oui, ça m'est arrivé. Et quelles sont les réactions dans ces cas-là? Des personnes, vous voulez dire, des particuliers? Disons que, je vais vous donner un seul exemple. Il y a une personne qui ne comptait pas écrire quelque chose, qui avait gardé ça pour elle très profondément. Et quand elle me l'a révélé, elle s'est mise à pleurer. Il y a eu beaucoup d'émotions à sortir. Je lui ai dit, oups. Bon, pour moi, c'était difficile aussi à encaisser, hein. Je vais vous dire qu'il peut y avoir des viols, il peut y avoir des enfants battus. Ça peut être très dur à entendre. Et quand je me mets à leur place, je me dis, mais ça a été très dur à vivre aussi. Jusqu'où est-ce qu'elles veulent aller dans l'expression de cette vie, de rendre public ces éléments? Il y a aussi des choses qui m'ont été dites, qu'on a oubliées, hein. Je fais toujours référence à ce mur, mais pendant la guerre, par exemple, il y a une dame qui me disait que c'était très difficile de trouver à manger et que quand il trouvait un camembert, il se prenait 1 centimètre par semaine pour garder le goût de ce camembert parce qu'il fallait partager et que on ne sait pas quand est-ce qu'on allait en retrouver un. À côté de ça, elle me disait, vous savez, on marchait dans la rue, il y avait des cadavres et puis on finit par s'habituer. Et là, on se met à la place et je me dis, mais comment on a pu vivre ça? Et comment dire, il y a d'autres pays aujourd'hui où on vit des choses pareilles. Et quand je les entends directement de la part d'une personne,
je peux visualiser ce que vivent d'autres personnes dans d'autres pays que le nôtre. Et je me dis toujours, faut faire attention que l'histoire ne se répète pas chez nous. Oui, malheureusement. C'est d'ailleurs une phrase qu'on entend de plus en plus souvent comme une espèce de warning, de mise en garde. Revenons au milieu de l'entreprise. Quelles sont vos premières démarches lorsque on vous sollicite un directeur d'entreprise, peu importe sa taille d'ailleurs, vous contacte? Quelles sont vos premières démarches? Alors, c'est de poser un maximum de questions. À qui c'est destiné? Est-ce qu'ils veulent faire ça sur un support qui dure? Parce que le papier, il y a beau dire, ça se transmet pendant des millénaires, alors que le cloud, voilà, déjà on peut changer l'histoire, l'agrémenter, faire de l'infox, de l'intox, et puis un jour, pof, c'est effacé, quoi. Mhm. Donc moi, je privilégie le livre, l'écrit, sur un document qui dure. Alors, je leur pose un maximum de questions. Ensuite, je leur demande de me donner des témoins qu'ils souhaitent que j'interroge. Quand ils se limitent aux anciens, si je puis dire, ou aux cadres, aux fondateurs, là, je leur explique, attention, c'est bien aussi de donner la parole même à l'ouvrier dans l'usine. Il faut que tout le monde ait sa place dans l'entreprise. Est-ce qu'ils destinent ça en interne pour justement garder Cette fidélisation dont fidéliser, nous voilà. évoquions au début. Ou bien est-ce qu'ils destinent ça vers l'externe? Et dans ce cas-là, j'ai une écriture un peu plus marketing. Et puis, je leur demande, mais au fait, est-ce que vous avez des archives à me confier? Alors, parfois, j'ai une montagne. Et parfois, comme dans le milieu agroalimentaire, on gardait rien, quoi. Et là, je fais vraiment un travail d'enquête. Je vais chercher dans les archives des journaux. Je demande aux gens. Par exemple, j'ai écrit l'histoire de la Copperle. Et chacun avait un petit bout de l'histoire. Même ça pouvait être... j'ai découvert une personne qui... voilà, j'ai discuté avec elle comme ça. Elle m'a dit, vous savez, moi j'ai écrit le chant quand on a fait une manifestation. On utilisait le chant des partisans. J'ai réécrit toutes les paroles. Je fais, ah bon? Il me les montre et je dis, mais c'est génial, quoi. Il faut mettre ça dans le livre. Donc, c'est un travail journalistique, mais dont on ne s'attend pas forcément au contenu. Mhm. Voilà. On est toujours surpris, en tout cas. Oui, voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Laureline, pour cette présentation de votre métier. Alors, votre code ROM, c'est lequel dans cette nomenclature des professions? Mon code ROM, c'est autre service personnel. D'accord. Voilà. Et comme j'ai élargi aussi mon champ de prestations, puisque je propose aussi des formations en storytelling pour apprendre à réaliser un discours et à le mettre en scène, entre guillemets, je ne sais même plus où situer tout ça, quoi. Mhm. C'est le cas de la plupart des invités qu'on reçoit dans cette émission Code Remix. Merci beaucoup, Laureline, de votre témoignage et pour que les auditeurs puissent mieux vous retrouver, en tout cas après cet entretien, je vous invite à consulter sur www.j'ancrevotrehistoire.fr. On peut également vous contacter sur contact@j'ancrevotrehistoire.fr. Et il s'agit d'un j'ancre avec un A, Bien entendu. puisqu'on recherche les racines. Et aussi, je suis une amoureuse de la mer. Donc, merci beaucoup, Jim. Merci à vous.